Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update biblio sur les nouveautés qui sont arrivées dans ma bibliothèque. Donc, on a changé un petit peu de décor parce que j'avais envie juste d'être un petit peu plus confortable que d'habitude et accessoirement, il y a un peu plus de lumière ici, donc je me suis dit que ça serait un petit peu plus sympathique, ma foi, comme ça vous change un peu de vos habitudes et on débloque un nouveau décor. Donc, on va commencer sans plus tarder sur les nouveautés qui sont arrivées dans ma bibliothèque. Donc, et il y en a certaines qui étaient arrivées bien avant les updates que j'ai fait les mois derniers, mais j'ai juste oublié d'en parler. Donc ça va être l'occasion de le faire. Du coup, on va commencer par Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un bouquin... franchement, je crois que c'est TikTok qui me l'a fait acheter parce que je voyais plein de blabla là-dessus, enfin surtout à l'automne dernier. Je voyais beaucoup de monde qui l'avait beaucoup apprécié, que apparemment il y avait un univers un peu Dark Academia, etc. Et du coup, je m'étais dit, allez, c'est parti, on va essayer de le lire. Et je l'ai acheté sur Vinted, soit dit en passant, ils sont vraiment pas chers sur Vinted. Quand j'ai commencé à reprendre la lecture, et je pense que c'était pas forcément le meilleur bouquin, enfin, je pense, personnellement, en reprenant la lecture, je pense que c'était pas un bouquin sur lequel j'aurais dû me diriger et attendre un petit peu, donc je pense que peut-être à l'automne prochain, je vais essayer de le relire. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu réticente. Donc déjà, au niveau de l'histoire, on va suivre Richard qui fait sa rentrée dans une université dans le Vermont, donc on est aux États-Unis, et il va suivre des cours de grec ancien, et je me demande s'il n'y a pas le latin, et il y a du latin aussi. Mais il va se retrouver dans un groupe un peu très snob, très particulier, ils sont très spéciaux même au sein de l'université, ils ont un fonctionnement qui diffère des autres cours, etc. Enfin, très étrange, il y a une ambiance très étrange déjà, et avec le professeur aussi. Et le personnage principal qui est Richard est très chelou aussi. Il a pas du tout le même âge que les autres étudiants. Il a une façon de penser qui est très particulière. Il y a des actions qui sont pas rationnelles. Et vraiment, c'est un personnage extrêmement antipathique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à accrocher. Le début du bouquin nous annonce tout de suite qu'il y a eu un meurtre au sein de ce groupe d'étudiants. Et forcément, c'était ça qui m'avait donné envie de le lire. L'aspect, on sait qu'il y a eu un meurtre, et tout au long du bouquin, on va suivre tout le déroulement qui nous a amené à ce meurtre-là, comment ça s'est passé, qui sont les auteurs, même si on sait quand même un peu qui sont les auteurs, enfin voilà, comment on en est arrivé à là, et du coup, ça m'avait donné grave envie. Sauf que j'arrive pas à accrocher. En fait, le personnage m'énerve, je sais que... Comment dire, il est écrit pour... Enfin, il est écrit de telle sorte qu'on ne l'apprécie pas dans tous les cas. Enfin, c'est normal de pas l'apprécier. Mais vraiment, je ne peux... Il m'énerve, il me saoule, il me gave. Voilà. Et du coup, j'ai eu du mal... Enfin, là, vous voyez, j'ai pas lu beaucoup, hein. Et j'ai pas réussi à le reprendre, etc. Donc, faudrait que je vois si à l'automne, j'arrive à le reprendre et à ce que ça me plaise. J'avoue que aussi parfois le truc qui m'handicape un peu, c'est qu'il commence à parler d'auteurs grecs et latins, à partir un peu sur des questions de traduction, des trucs comme ça, et pour moi c'est un peu lourd parce que j'ai pas de connaissances, enfin j'en ai plus, fut un temps je faisais le latin au collège, mais j'ai jamais rien pigé, les déclinaisons ça a toujours été un enfer, et après ça m'a... le traumatisme des déclinaisons a continué avec l'allemand, donc je suis un peu sceptique sur si je vais le reprendre ou pas cet automne. Cet automne, je vais quand même tenter de le reprendre, et si j'arrive vraiment pas, je le revendrai, parce que ça sert à rien que je le garde dans ma biblio, ça prend de la place. Voilà, pour Le Maître des Illusions. Vraiment, j'avais envie de l'aimer, il y avait plein de gens qui aimaient bien et tout, mais je sais pas, j'arrive pas à continuer à le bouquiner. Bref, on va passer à autre chose. On va passer au Paris des Merveilles de Pierre Pével. Pével. Je suis désolée, je risque de
mal prononcer les noms des auteurs-autrices. Alors, pourquoi j'ai pris ce bouquin? Parce que... Alors déjà, c'est la couverture qui m'a attirée. Pourquoi ça? Je vois une dame mode Belle Époque, je vois des vitraux et je vois un chat. Vitraux... Enfin, vitrail Art Nouveau d'ailleurs, enfin... Effet Art Nouveau, mais pas trop Art Nouveau. Bref, je me comprends. Donc forcément ça attire mon œil, et effectivement c'est une histoire qui se passe dans le Paris de la Belle Époque, donc qui est ma période de spécialité en histoire de l'art, pour ceux qui ne savent pas, ou qui n'ont toujours pas suivi, parce que je le répète, je crois à peu près à chaque vidéo, mais du coup forcément il y a tout pour me plaire, et donc on est dans un Paris de la Belle Époque, mais pas le Paris qu'on connaît, on est dans un Paris des merveilles, d'où le titre, puisque on est dans un Paris un peu monde fantastique, où par exemple il y a des sirènes dans la Seine. En vrai ça m'étonnerait pas que dans la réalité il y en ait, mais je suis pas sûre que ce soit de belles sirènes, mais plus des sirènes monstres, je ne sais pas, qui ont mangé tous les déchets toxiques qu'il y a pu avoir dans la Seine, bref, mais il y a des chats ailés, des farfadets, enfin vraiment on est dans un autre univers, et ce qui évidemment encore une fois m'a donné envie de l'acheter, c'est qu'il y a une enquête, oui. Du coup, on va avoir un mage qui est occupé à s'enquêter sur sur un trafic d'objets enchantés, mêlé à une série de meurtres. Vraiment tout pour me plaire. Et il va devoir s'associer à une fée pour résoudre tout ça. Donc en vrai celui-là il me tente bien, et en plus format poche, donc très pratique à transporter, etc. Même si j'essaye de moins en moins de transporter mes livres dans mon sac parce que je n'aime pas trop les abîmer, mais voilà, donc vraiment ça a tout pour me plaire, et je vais continuer un peu sur la période. Donc c'est pour La gardienne du chardon de Lorraine Bélès, je suis désolée, qui tient la chaîne des mots de l'imaginaire que j'avais commencé à suivre quand j'ai commencé quand j'ai repris la lecture, parce que je cherchais des recos en fantastique, en imaginaire, etc. Parce que c'est ce qui me plaît le plus pour le moment, même si je sais qu'il va falloir un peu que je sorte de ce genre-là pour pas m'enlacer et avoir une respiration. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, elle a écrit sa saga. Et donc là, on est dans... Bah, la ville s'appelle Londinium et est clairement inspirée de Londres, et on est en 1887, donc en pleine période victorienne, qui encore une fois fin 19e, c'est ma spécialité, pas pour l'Angleterre, plus pour la France, mais forcément c'est une période qui m'intéresse même à l'étranger. Donc là on va suivre du coup la reine Victoria, qui est la reine qui était vraiment là à l'époque, qui est immortelle et qui lance une chasse aux sources. Les sources sont des entités qui sont considérées comme dangereuses, mais qui fut un temps, comment dire, faisaient profiter les humains de leur pouvoir, etc. Ce qui n'est plus le cas, mais on se rend compte que la reine Victoria, elle a besoin de ces sources pour certaines raisons. Et en parallèle, on suit aussi Isobel Galloway, qui est une marquise écossaise qui vient de perdre sa sœur, qui s'est ôté la vie, mais elle est persuadée que sa sœur ne s'est pas tuée, mais qu'il s'agit d'un meurtre, et du coup, elle va progresser dans la cour avec tous les complots, etc., et tenter de résoudre cette affaire. Donc encore une fois, il y a quand même un aspect enquête, mais vraiment, c'est vraiment ça qui m'intéresse, genre vraiment des meurtres, des complots, et des résolutions d'affaires, quoi, hein, globalement. Et du coup, ça me tentait vraiment bien. Par contre, du coup, c'est une collègue qui me l'a chopé en occasion. Dès qu'elle l'a vu, elle savait que je voulais ce bouquin. Et du coup, elle me l'a chopé. Elle a dit « Ah, regarde ce que j'ai trouvé !» J'étais « Ah, trop bien !» J'achèterai le tome 2 à la maison d'édition pour soutenir cette maison d'édition. Mais du coup, c'était pas en période automnale, et c'est un livre que je voulais lire pour l'automne. Donc, je vais attendre cet automne pour le lire. Et pareil, ouais, l'époque victorienne et tout, ça me chauffe trop, et j'ai hâte de découvrir cette histoire, sachant que, comme j'ai dit, il y aura des complots de cours, etc. Donc, c'est des trucs que j'aime bien. Donc, j'ai hâte de lire cet automne. Voilà. Ensuite, on va partir sur
sur l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai commencé à lire, j'en suis un peu plus de la moitié ou à la moitié je crois, et je l'ai mis en stand-by parce que je sais pas, j'ai sauté sur un autre livre, mais ça c'est ma grande spécialité, c'est d'être au milieu d'un bouquin et de sauter sur un autre livre, et du coup d'oublier qu'il faut que je continue celui-là, mais il est très très bien, enfin pour le moment il est très très bien. On va suivre Emily Wilde, qui est une chercheuse en fées, qui fait sa thèse sur un type de fée particulier, je ne sais plus où, dans le nord. On est dans une ambiance village nordique, etc. Et vraiment elle est à l'autre bout du monde, dans un coin un peu paumé, etc. Et donc elle fait ses petites recherches, etc. sur les recluses, donc qui est un type de fée particulier. Mais débarque chez elle son rival universitaire qui s'appelle... Alors moi je l'appelle Bumblebee, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on prononce. Mais je sais pas, j'aime bien l'appeler Bumblebee, je sais pas, je trouve ça fun comme prénom, mais bon, bref. Et du coup, son rival arrive notamment pour l'aider dans ses recherches, mais elle se rend compte que son collègue a peut-être, comment dire, pas d'autres intentions, mais un peu quand même. Elle a toujours eu certains soupçons et certaines intrigues et certains questionnements autour de ce collègue-là que je vous laisserai découvrir, même si ça reste assez évident quand tu lis le bouquin, mais de toute façon elle te l'annonce assez clairement, la Madame Wilde. Donc voilà, j'avais juste peur d'un truc, c'est que du coup on est ambiance recherche universitaire et tout, donc moi c'est grave mon trip. Ça, là on est sur des enquêtes de terrain et tout, franchement en vrai c'est un peu le côté universitaire qui m'a... Je me suis dit des faits, faire une thèse sur des faits, ok, j'y vais. Moi, franchement, si ça pouvait être possible dans ce monde, je le ferais avec plaisir. Voilà, mais c'est pas le cas. Donc à la place, je le lis. Mais j'avais peur, du coup, que l'arrivée de son rival masculin fasse un peu chevalier blanc, en mode « je vais t'aider pour tes recherches car tu n'es pas capable de les faire toute seule ». J'avais un peu peur qu'il y ait cette image-là, mais au final, ça va. Parce qu'on se rend compte que Emily, elle a quand même énormément de connaissances théoriques sur les faits, etc. Elle a fait énormément de recherches là-dessus, elle a plein d'hypothèses qui ont été prouvées ou qui sont approuvées, que son rival masculin n'a pas forcément, donc ça c'est cool. Je sais pas comment développer cette idée sans spoiler, mais voilà, on va avoir un partage de savoir entre les deux qui est fait de façon plutôt égalitaire, je dirais, où je vais pas m'avancer sur la suite de l'explication, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, en tout cas, il y avait pas ce délire chevalier blanc qui vient sauver la pauvre demoiselle qui ne sait pas faire de recherche toute seule. Donc ça c'était cool. J'aime bien aussi le personnage d'Emily, qui est une femme quand même très indépendante et qui et pas la personne la plus sociable au monde, qui sait pas forcément communiquer par exemple avec les gens du village, qui a un peu des lacunes sociales quoi. Alors que son rival est très extraverti, très charmeur, etc. Il a la tchatche avec les gens du village, il est parfois un peu prétentieux quand même, mais on l'aime bien quand même, il est attachant, donc en vrai j'ai beaucoup aimé cette moitié de lecture, mais il faut vraiment que je le continue. C'est en projet dans mes lectures de cet été. Voilà. Ensuite, on va parler de God Killer d'Anna Kanner, I don't know, où on va suivre Kisen, qui est dans un univers où du coup il y a des dieux, qui elle est tueuse de dieux parce que un dieu du feu, il me semble, ouais, une divinité du feu a littéralement massacré son village et sa famille, donc comment dire que sa relation avec les divinités c'est pas le fun, et au cours de ses missions, elle va tomber sur une jeune petite fille un peu spéciale, et cette petite fille est liée à une divinité totalement amnésique, et elle va être amenée à devoir collaborer avec eux, et ils vont se rendre compte que dans cet univers-là, ils auront un grand rôle à jouer.
pour l'instant, je ne sais pas lequel, puisque je ne l'ai pas lu. Voilà. Ça, je pense que ça sera à lire quand je rentrerai de mes vacances. Voilà, c'est sur ma liste. Vraiment, j'ai un peu classé mes futures lectures. Mais voilà, et accessoirement, il est très joli. Évidemment, je me fais toujours pigeonner, mais maintenant sur Vinted. Maintenant, je les prends sur Vinted, comme ça, je ne paye pas des prix astronomiques neufs. Je les prends d'occasion, faut pas déconner non plus. Voilà. Ensuite, on va parler sorcière avec The Five Crowns de A.K. Mulford. Voilà. Très joli aussi, soit dit en passant. On va suivre Rémi qui a sa famille et son peuple qui se sont fait massacrer. Encore une fois, beaucoup de massacres. Hein. Et accessoirement, c'est une sorcière rouge et dans ce monde-là, c'est pas bien vu d'être une sorcière rouge, surtout qu'on pourrait la capturer pour utiliser ses pouvoirs, etc. Et du coup, elle fait tout pour survivre. Elle a une vie plutôt chaotique jusqu'au jour où elle se fait enlever par un prince Fae qui a capté que c'était une sorcière rouge. Et du coup, elle se dit « Ah, il va m'utiliser pour mes pouvoirs, machin, machin. » Mais elle va se rendre compte qu'il a peut-être d'autres buts. Donc voilà le synopsis. C'est un livre à partir de 16 ans pour celui-ci. Les autres, j'ai pas nécessairement de limite d'âge, je peux pas vous dire vu que je les ai pas tous lus. Emily Wilde, il n'y a pas de souci. La gardienne du chardon, il me semble que c'est quand même plus pour les jeunes adultes hein, que voilà. Le pari des merveilles, it's ok. Et le maître des illusions, je crois que ça devrait aller, mais juste il y a une ambiance un peu étrange. Mais du coup, ma seule peur avec ça, et j'aurais dû me renseigner avant et je m'en suis pas rendu compte plus tôt, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ce n'est pas une dark romance ou un truc chum. Donc je vais le lire et je vais voir. Je vous dirai dans un bilan culturel. Mais voilà. En fait, le bail Sorcière Rouge me disait de ouf et un univers un peu sombre, entre guillemets. J'avais bien envie de tester. Donc voilà, ensuite, ma lecture du moment, vraiment j'ai cracos, mais je me suis dit vas-y, ça change un peu le synopsis et tout, c'est une autrice française, on va soutenir un peu les Français et tout. Donc c'est Plein ciel de siècle Vaelban, oui parce que la typographie est un peu spéciale, du coup moi je ne sais pas lire ça. Vaelban, donc... Voilà, vraiment, je suis vraiment désolée pour tous les auteurs et autrices dont j'ai bafoué le nom, parce que je ne sais jamais prononcer et lire les noms, mais bref. Donc, Plein ciel, on est dans un univers où on a... Alors, qui est un peu spécial, au début je me disais, je sais pas si ça va me plaire, mais je me suis laissée tenter, parce que, encore une fois, il y avait une offre sur Vinted qui était fort intéressante, et du coup, ça parle d'un univers où on a un opéra qui régit le beau temps et le mauvais temps sur ce royaume-là. C'est-à-dire que si la cantatrice fait une mauvaise performance, l'année qui va suivre, là, ça va être la catastrophe dans ce royaume, va y avoir des moussons, les récoltes seront pourries, je sais pas, il y a une maladie qui va se développer, ce genre de choses. Alors que si la cantatrice est bonne et qu'elle fait de bonnes représentations, et plein essor de l'économie dans le royaume, tout le monde est heureux, tout le monde est super, etc. etc. Pour mener à bien toutes ces performances, il y a plein de petits métiers qui se sont développés parce que certaines personnes dans cet univers ont des dons d'objets. Comment? La magie des objets? Je sais plus comment on appelle ça. C'est la magie des objets, quelque chose comme ça. Genre par exemple, le personnage principal qui s'appelle Ivoire, elle contrôle tout ce qui est ruban. Et donc elle est dans un atelier de couture et c'est elle qui va ajouter genre the ruban qui sera parfait pour la robe de la cantatrice pour que sa performance soit superbe. Donc forcément il y a tous les costumiers, il y a tout le coiffeur, esthétique, etc. Et je pense qu'il doit aussi avoir des décorateurs, mais j'en suis pas encore là dans le bouquin. Toutes ces petites personnes sont là pour mener à bien ces représentations. Au début, Ivoire travaille dans un atelier de couture qui fait des tenues pour le commun des mortels et pas forcément que pour la cantatrice de l'opéra Plein ciel. Et on se rend compte très vite qu'on a un personnage qui est marginalisé parce qu'elle est albinos dans un monde où
tous les personnages sont noirs en fait. Donc ça crée certaines situations, notamment dans sa famille, où elle n'est pas du tout acceptée, elle est totalement rejetée. C'est vraiment une tare dans cette famille aristocratique d'avoir cette personne jugée différente parce que ne correspondant pas du tout à la norme je vais pas développer plus, mais il se passe quand même quelques petits trucs avec sa famille. Voilà. Et du coup, forcément, aussi, c'est une société monarchique. Donc, tu vois... Enfin, là où j'en suis, on a vu un petit peu des quartiers un peu moins fun de cet univers-là, on voit un peu la partie de l'aristocratie, etc. Et toute cette hiérarchie est faite par rapport aux dons qu'ont ces personnes. Donc par exemple, ceux qui sont de l'aristocratie, c'est ceux qui ont les pouvoirs de modifier le vivant, ce qui appartient au corps en tout cas, donc ça peut être les cheveux, la peau, les organes ou des trucs comme ça. Donc assez intéressant cette construction pour l'instant, et je trouve que la lecture est plutôt bonne, etc. Enfin de là où j'en suis, hein, parce que ça se trouve après je vais pas aimer la suite, et entre les chapitres, il y a il faut que je vous retrouve ça, parce que c'est quand même pas mal et ça aide à comprendre le monde. Voilà, c'est qu'on a des extraits des ordonnances écarlates qui est l'espèce de loi qui régit cet univers, où on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est telle catégorie dans ce monde-là. Donc il y a la catégorie des jouets, par exemple, qui sont donc les dompteurs d'objets, ce qui est le cas pour Ivoire, par exemple. Et du coup, ça va bien vous expliquer en profondeur ce qui n'a pas forcément été expliqué plus que ça en profondeur dans le récit. Donc c'est pas mal, et franchement, j'ai trouvé ça intelligent de mettre ça. Parce que ça a l'air quand même d'être un univers relativement complexe, et je crois que c'est un one-shot, mais je ne suis pas sûre. Et ce que je trouvais ça cool aussi, c'est que au niveau de l'esthétique du livre, donc au niveau des marque-pages, on a 3 rubans, et comme je vous l'ai dit, Ivoire, elle a le pouvoir de gérer les rubans, et leur couleur a aussi une signification que je vous laisserai découvrir dans le bouquin. Mais franchement, pour l'instant, super prometteur, et le monde est plutôt cool. Je savais pas si j'allais gérer l'ambiance opéra, mais pour l'instant, j'aime bien parce qu'on est plus dans les coulisses et pas forcément sur scène pour le moment. Donc voilà pour la lecture du moment. Franchement, je sens que ça va être bien. Ensuite, sur ma liseuse, j'avais acheté Les Aventuriers de la Mer tome 1, mais j'avais déjà expliqué ce que j'en pensais dans le dernier bilan culturel, donc je vous laisse aller voir ça. Cependant, je tiens juste à vous informer, parce que l'une d'entre vous m'a informé un petit peu de l'édition de ce bouquin, où en fait, si vous prenez les ouvrages individuellement, tome 1, tome 2, tome 3, jusqu'à 8, je crois, en fait, ils ont coupé la version originale, ce qui fait que le tome 1 est très très introductif, ce qui ne m'a pas dérangé dans l'absolu, mais effectivement, en fait, c'est pas l'entièreté du tome 1 en langue originale, donc c'est un peu dommage. Donc ce qu'elle m'avait conseillé, c'était de regarder au niveau des intégrales, parce que dans les intégrales, ça correspond bien à la fragmentation qu'il y a eu dans le livre original. Et du coup, en fait, là, je me suis rendu compte que j'ai peut-être lu qu'un tiers du tome 1. Voilà, donc ça m'a un peu saoulée d'apprendre ça, je me suis dit non, je me suis fait avoir, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de me décoter l'intégrale pour continuer à suivre les aventures de tous ces personnages, et voilà, et c'est un bouquin que je vous recommande fortement, parce que je sens qu'on va avoir une bête d'aventure, et j'y pense, mais je suis pas allée chercher des nouveaux livres d'art, j'arrive dans 2 secondes. Alors, le fait de travailler pour des musées à faire du récollement de leur collection, ça fait que parfois certains conservateurs veulent se débarrasser de bouquins dans leur bureau, et du coup j'en ai récolté un certain nombre. Donc en soi, c'est de très très vieux catalogues que je pense que vous pourrez retrouver
en biblio plutôt. Hein. Je vais vous les énumérer, comme ça s'il y en a un qui vous intéresse, vous aurez juste à regarder. Je vais essayer de mettre toute la ref bibliographique dans la barre d'infos. Donc là on est sur les collections du musée Carnavalet, donc c'est Paris de la préhistoire au Moyen-Âge. Ça se présente, attendez, je sais pas si je suis bien cadrée, mais ça se présente comme ceci. Et je sais pas, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des catalogues de collections. Ensuite, toujours pour Carnavalet, on a Paris au XVIIe siècle. C'est à peu près le même fonctionnement. Nous avons Paris au XVIe siècle et sous le règne d'Henri IV. Je sais pas si je suis bien cadrée, j'espère. Donc voilà, c'est sympa, ma foi. Nous avons un catalogue spécial sur Liszt. Je sais plus parler. Mais du coup, compositeur 19e, et ça revient sur son lien avec les romantiques à Paris. Voilà. Donc ça, c'était un catalogue d'expo à l'époque sur l'ancien hôtel de ville de Paris et la place de Grève. Et en vrai, tout ce que je vous présente là, les catalogues, c'est pas forcément des livres à bouquiner, c'est plus des catalogues qui aident si vous avez des sujets liés à ça, pour des exposés, pour vos recherches perso, pour votre intérêt personnel, mais c'est pas forcément des livres à bouquiner. Ensuite, on continue, c'est toujours le musée. En fait, je crois que c'est que le musée Carnavalet où j'ai fait un braquage de bouquins. On a Paris mérovingien, donc pareil, qui revient sur les collections mérovingiennes de Carnavalet. Ensuite, nous avons de Belleville à Charonne, promenade historique à travers le 20e arrondissement, qui était donc une exposition. Et en fait, ça, c'est des catalogues qui datent des années 70-80. Donc, vous voyez, ils datent un petit peu. J'en ai peut-être des plus récents. Ouais, ça, c'était une expo de 89 sur l'artiste japonais. Une expo sur Takanori Ogis, 1901-1986. Donc, qui est un peintre japonais qui est venu à Paris et du coup, il a fait des sujets parisiens, voilà, parce que forcément, comme nous sommes sur des catalogues de Carnavalet, c'est sur l'histoire de la ville de Paris. Donc, on tourne très très fort sur la capitale. Et ensuite, le dernier catalogue, c'est de la place Louis XV à la place de la Concorde. Encore une fois, une exposition, cette fois de 82. Et ce genre de catalogue-là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des outils de recherche, c'est pas forcément des trucs qui se bouquinent. Du coup, je me suis dit, ça pourrait toujours être utile pour, mes révisions, avoir des exemples un peu sur différentes chronologies pour la dissertation. Et de deux, si j'ai des analyses à faire sur certains sujets que je peux retrouver dans ces catalogues, j'ai ces outils avec moi et j'ai pas nécessairement besoin d'aller en bibliothèque, et puis peut-être en plus que certaines bibliothèques ne les ont pas forcément. Voilà, mais du coup si vous avez vu un livre qui vous intéresse, vous aurez la ref au moins comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a de nouveau dans ma bibliothèque, c'est quand même pas mal. Ça, c'est les avantages de taffer en musée. Et du coup, je crois que c'est tout. Ah oui, non, parce que je sais que je vais l'acheter en fait. Il faudrait que j'arrive à retrouver le résumé, parce que là j'ai qu'un résumé approximatif dans ma tête, mais en gros ça s'appelle Un thé avant la tempête, et on est dans une ambiance londonienne qui a l'air un peu 19e, début 20e, ma période quoi, où en gros on suit un personnage qui tient un salon de thé café, mais en fait la nuit ça se transforme en bar clandestin pour vampires. Et ça m'a trop chauffé, et je crois qu'il y a une histoire de meurtre ou une affaire d'enquête ou quelque chose comme ça. Il me semble, il faudrait que je relise le résumé, mais lui, je compte le prendre et le lire cet été. Oui, j'ai déjà d'autres livres à lire. J'ai très envie de lire celui-là en ce moment. Donc je pense quand je serai chez mes parents en banlieue, là, je vais passer me le prendre, comme ça je transporte pas de livres chez eux, comme ça je risque pas de les abîmer. Juste ma liseuse. Et voilà.
Vraiment, je vous ai donné mon planning des vacances, vraiment super intéressant. Mais globalement, bah, ça sera tout pour cette update de bouquins. Je pense qu'on est pas mal. Faut que je me calme sur les bouquins, mais le problème c'est que ils en sortent toujours plein. Et après j'ai envie de lire plein de choses. Mais je n'ai jamais le temps de lire toutes ces choses. Donc faudrait que je me calme et que j'arrête de faire une pile à lire en fait déjà. J'aimerais tout finir. Comme ça après on repart sur de bonnes bases et j'achète les livres un par un. Je sais que ça sera potentiellement impossible, mais je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à me recommander des titres ou des sagas que vous avez bien aimé. Non, peut-être pas des sagas, parce que c'est long à acheter les sagas, ou long à emprunter. J'ai pas envie de... Comme je suis déjà sur les aventuriers de la mer, j'ai pas envie de me lancer sur une saga énormissime. Donc si vous avez des duologies ou des one-shots, peut-être ça peut être pas mal. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!